Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire chez Scale2Sell. Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession, d'acquisition ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leur stratégie et les leçons apprises en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell, je suis ravi d'interviewer Romain Vacher. Salut Romain. Salut. Alors Romain, avant de te poser la première question, je vais te présenter. Donc tu es une des voix du podcast Tipping Point avec Lucie, ta femme. Tu es le cofondateur de Link Value que tu as créé en 2014 et que tu as cédé au groupe CBTW en janvier 2022. Tu as 17 années d'expérience dans le domaine du conseil et des sociétés de services. Et tu as aussi un grand intérêt pour tout ce qui est ESS, donc les entreprises sociales et solidaires. Et notamment, tu as participé à la Convention des entreprises pour le climat qui est à Marseille. Nous, on s'est rencontrés maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, on va revenir un peu sur le parcours de Link Value. Écoute, je te laisse rajouter ce que tu voudrais rajouter. Alors, j'ai oublié de te dire que tu avais un double parcours école d'ingénieur et école de commerce, avec en ayant fait tes études dans une école du réseau Lassalien. Voilà. Parfait, François. Écoute, Voilà. pas grand-chose à J'ai tout dit. rajouter. Si ce n'est que là, tu viens déjà de me refaire reparcourir une partie de ma vie et je me dis, ouais, en fait, je suis plus si jeune que ça, en fait. Écoute, non, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je suis très content de participer à ton podcast. Bon, nous, on est ravis de t'avoir. Donc, parlons un peu de Link Value. Quelles ont été les grandes étapes du développement de la société? Quels étaient les grands caps que vous avez dû passer? Donc, si ma mémoire est bonne, vous l'avez cofondé. Et du coup, vous étiez combien au moment où vous vous êtes adossé et pourquoi vous êtes adossé? Ça fait beaucoup Alors, de questions. On est ouais, d'accord. beaucoup de questions. Je vais revenir en fait au tout départ, à l'origine en fait du projet, avec Thibaut Ancins, que je salue et j'en profite aussi pour le remercier de cette aventure, puisqu'on l'a vraiment fait ensemble. On a créé donc Link Value en 2014, à l'été 2014 ensemble, ce qui n'était pas la bonne date pour nous pour créer, puisque créer une boîte en plein été, tu n'as pas trop de clients. Donc en fait, on a vraiment démarré notre activité en septembre. Avec Thibaut, on se connaissait déjà depuis un certain temps, puisque pour la petite histoire, on était concurrents. Ensuite, on a travaillé ensemble. On est devenus amis et puis après on s'est dit: en fait, on a, je pense, une capacité à faire différemment le métier qu'on aime, qui est un métier de conseil. Moi, ça fait 17 ans, comme tu disais, que j'évolue dans le domaine du conseil en ingénierie. On a fait 8 ans, avec un vrai focus sur les métiers du numérique avec Link Value et en fait, on avait vraiment à cœur de créer une entreprise dans laquelle on avait, nous, envie de travailler. Et comment ça s'est passé? Simplement, en fait, on est parti à 2. On a embarqué, 3 business angels avec nous, qui ont mis un peu d'argent en compte courant d'associés parce qu'on voulait se donner la liberté de sélectionner les bons profils avec lesquels démarrer, donc embaucher des bonnes personnes, être dans les bons endroits, dans un endroit qui nous ressemble. On n'avait pas forcément envie de se retrouver dans un coworking très impersonnel, etc., etc. Et on s'est lancé avec la particularité qui était qu'on connaissait bien ce métier, puisqu'on l'exerçait déjà depuis un certain temps, mais on avait une intention qui était radicalement différente. On avait vraiment la volonté de créer une entreprise qui incarne nos valeurs et nos convictions. On voulait faire vivre nos valeurs et créer de la valeur à partir de ça. Et ça, pour nous, ça a été extrêmement important. Alors, ce qui fait que après 8 ans, l'entreprise faisait 120 collaborateurs, faisait un peu plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre métier, c'était de faire du conseil et de la réalisation IT, c'est-à-dire qu'on accompagnait nos clients dans leur développement de logiciels, soit par de la prestation externe, avec une vraie expertise autour des métiers du numérique.
soit par le développement de produits from scratch pour des start-upers, pour des entrepreneurs qui souhaitaient aller capter un marché. La particularité, c'est que 90% des profils de l'entreprise, c'était des techs, donc des devs, des personnes orientées data, design, produits. On était répartis sur 3 sites, Lille, Paris, Lyon. On avait une activité de R&D, c'est-à-dire qu'on avait 1 à 2 jours par mois qui étaient vraiment dédiés à l'exploration et à la R&D parce que on avait vraiment à cœur d'être pointu sur l'expertise qu'on apportait côté client. Voilà, un peu sur le panel de Link Value et quand on s'est développé, ben, on a commencé à refaire le métier qu'on connaissait, c'est-à-dire prospecter, recruter, manager, retourner voir les clients, refaire des user interviews. Et, et c'est, tu vois, en y repensant, c'était vraiment des moments très très chouettes parce que on était devenu moins opérationnel en fait avec le temps dans notre précédente expérience. Et se retrouver au contact et remettre un peu les mains dans le cambouis, se retrouver sur le terrain, il y a un côté, il y a un côté très authentique en fait à ce métier. Retourner voir du client, prospecter, prendre des pelles, des portes fermées, trouver des candidats, recruter des développeurs sur un marché qui, quand même, en 2014, la tech commençait à avoir une sacrée hype. Donc les profils devenaient compliqués à capter, les métiers étaient en train de changer. Donc il fallait clairement marquer une différence, exposer notre singularité, qui, je crois, était vraiment logée dans l'intention et les valeurs de l'entreprise. Il y a un truc intéressant là que tu as dit, enfin tu as dit plein de choses intéressantes, mais il y a un truc que j'ai noté, c'est la R&D. En gros, chaque collaborateur avait, quoi qu'il se passe, 2 jours dédiés à la R&D pour lui en dehors de ses projets clients. Ouais. Alors ça, c'était vraiment 2 jours au départ. Je pense qu'on a fait 3 ou 4 ans à 2 jours par mois, où tous les collaborateurs en fait sortaient de projet et venaient travailler dans les bureaux sur des sujets d'intérêt personnel qu'il était en capacité de mettre au service de l'entreprise. Par exemple, on a fait des assistants vocaux. On a travaillé sur la création de CMS. On a travaillé sur l'exploration et la compréhension de nouvelles technologies. Alors à l'époque, ça va peut-être pas parler à tous tes auditeurs, mais Node.js en fait venait de sortir. Et en fait, tout le Mm. monde se posait la question de comment est-ce qu'on va implémenter Node.js sur un site web, comment ça va se passer, etc., etc. Et donc nous, on a fait beaucoup de recherches. Et, je crois que l'une des singularités qu'on avait, c'était d'avoir des gens qui étaient up-to-date en fait, de façon systématique. Mm. Et, et moi, qui suis informaticien de formation, tu l'as rappelé tout à l'heure, je pense que c'est aussi à l'entreprise de développer ces compétences-là, et pas seulement aux collaborateurs d'aller travailler sur des side projects le soir, les week-ends, etc., etc. Ils le font déjà, mais je crois que l'entreprise doit être aussi sponsor de ça, et de donner un cadre dans lequel les gens vont vraiment progresser et partager. Le fait de co-construire, la, la- la- l'une des valeurs fortes en fait de l'entreprise était aussi la co-construction, le fait de faire ensemble. Mm. Et donc en fait, quand on rassemble les gens en un même lieu pendant un temps donné, avec un projet donné qu'ils choisissent et qu'ils décident de présenter à la communauté, alors en fait, ça crée des choses vraiment chouettes. Et puis au bout de 4 ans, bah, on commençait à être assez nombreux. Notre DAF nous a dit la contrib, ce qu'on appelait ça des contributions, donc c'est des Mm. contribs, ça commence à coûter un peu cher à l'entreprise. Il faut qu'on se réinvente. Donc pareil, on a fait ce qu'on savait, je crois, pas trop mal faire, c'est-à-dire rassembler les gens et leur dire voilà, on a cette problématique. Comment est-ce qu'on peut faire pour un moment alléger les coûts sur la structure et le faire différemment. Donc on est passé à 4 jours par trimestre, puis ensuite on est passé à 1 jour par mois, un jour fixe, avec une capacité à compenser autour des formations, parce que pour nous ce qui était vraiment important, c'était de développer les talents, euh, à la fois sur leurs compétences techniques, mais aussi sur d'autres compétences, les compétences soft. Et c'était une façon, ça, j'imagine que c'était un pilier très fort de votre culture, mais c'était une façon de faire rentrer au bercail désolé pour l'expression, mais les collaborateurs qui sont un peu loin quand ils sont en mission chez le client. Oui, mais c'était pas ça l'intention de départ. L'intention de départ, c'était vraiment de se dire euh, euh, comment est-ce que les gens se forment en fait, et comment est-ce qu'on peut soutenir les gens à se former.
La deuxième chose, c'était euh, comment est-ce qu'on peut continuer à créer du partage, parce que les développeurs, c'est une communauté, c'est un fonctionnement communautaire, c'est des gens qui se reconnaissent, qui se reniflent, qui se regardent sur des technologies, sur des métiers, sur des Mm. intentions, sur des thématiques. Et donc, c'était aussi pour nous un élément pour capter les talents de façon un peu différente. Là où nos confrères à l'époque ne le faisaient pas, et je vois aujourd'hui beaucoup de confrères qui le font, et je trouve ça très bien, mais ils ne le faisaient pas, nous, ça nous permettait vraiment d'être différenciants. Et puis la troisième chose, bah, effectivement, quand tu veux faire société, il faut un moment avoir une capacité à partager des choses. Et partager des projets, c'est intéressant, mais je pense qu'il y a toute une part de notre vie qu'on peut partager, notre vie perso, et donc ça se partage autour d'un petit déjeuner, d'un déjeuner, d'une passion commune pour les jeux vidéo, pour, que sais-je, la lecture, etc., etc. Et cetera. Et donc c'était une façon de se rassembler. Donc c'était vraiment 2 jours qui étaient très intenses. C'était une vraie organisation, mais c'était 2 jours où, à la fin, moi j'étais lessivé de ces 2 jours, mais j'avais une énergie pour la semaine d'après qui était très très forte. Parce qu'il y avait tout le monde en même temps, en fait, en plus. C'est ça Ouais, qui était un peu ouais, ouais, intéressant. ouais, ouais. C'était vraiment, on arrivait à réunir toute la boîte. Donc c'est une sacrée logistique. Donc j'ai aussi une petite expérience maintenant dans l'événementiel, l'événementiel intra-entreprise. Mais, Ouais. euh, mais voilà. L'entrepreneur est multitâche et est un vrai couteau suisse de toute façon par définition. Ah, c'est exactement ça, oui. On est Et multicasquette du et coup, ouais, c'est quelque chose que vous partagiez les résultats auprès de vos clients ou c'était quelque chose qui restait tourné sur l'interne? ouais, chaque mois en fait on envoyait une synthèse à l'ensemble de nos clients pour leur dire voilà ce sur quoi on a travaillé, voilà ce qu'on a fait. Parfois on avait des replays, donc on balançait aussi des replays chez nos clients, parce que l'idée c'était de leur dire en transparence, on sort pas 2 jours pour faire une compétition de Mario Kart ou de FIFA. Mmh. On passe Mmh. 2 jours à travailler en fait. Et le travail, voilà ce qu'on fait. Et en plus, vous allez pouvoir l'observer dans votre quotidien, puisqu'en fait, les personnes reviennent avec un autre set, avec d'autres compétences ou des compétences encore plus développées, et on sait que ça va vous servir. D'accord. Et justement, vos clients, c'était quel type de société, sur quel secteur, des secteurs en particulier ou pas? Ouais. Et On est, autre question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a eu des clients qui étaient des accélérateurs de business? ouais. Dans la proportion des clients, on avait bon, je crois que sur la fin de l'histoire de Link Value, on était plutôt sur un trend de 80-20, 80% de grands comptes, 20% de plus petites boîtes. Mais on s'est quand même retrouvé un moment à quasiment 60-40, 60% grands comptes et 40% de start-up ou de scale-up, des entreprises vraiment orientées sur les métiers, enfin, digital natives. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un client qui nous a fait exploser? Je dirais pas un client, mais en tout cas, on a un secteur d'activité qui nous a vraiment propulsé, c'est le secteur des médias. On a, D'accord. nous, beaucoup travaillé pour M6, TF1, Canal+, Le Monde, France Télévisions. Euh, c'est des gros pourvoyeurs de prestations. Maintenant, on est toujours rentré par la petite porte, on n'est jamais rentré par la voie des référencements. On est rentré par la capacité à créer du lien avec les clients. On est rentré par notre capacité à démontrer qu'on apportait une expertise là où d'autres allaient peut-être apporter du volume. Et c'est ce qui nous a vraiment donné confiance. C'est ce qui a donné confiance aussi à l'entreprise, c'est-à-dire notre capacité à décoter des bons projets. Quand tu retravailles sur un site comme mytf1.fr, alors à l'époque, je parle ça en 2014, hein, et que c'est l'un de tes premiers clients, là où dans notre ex-société avec Thibaut, on avait mis des années et des années à taper à la porte et à rentrer par n'importe quel moyen, on n'y était pas arrivé. Là, en fait, on avait Mmh. confiance dans le fait qu'on avait une compétence qui était capter des talents différents, experts. Et quand je dis différents, c'est techniquement bien plus fort que la moyenne, et avec une personnalité où c'était que des gens avec lesquels on a envie de partir en vacances, parce que tu as envie de passer du Mmh. temps avec eux, ces gens qui sont passionnés, passionnants, et donc ça c'est chouette. Et ça a toujours été
un des leitmotivs en fait, au recrutement, c'est est-ce que cette personne-là qu'on est en train de recruter, je partirai en vacances avec elle, j'irai déjeuner avec elle et je prendrai plaisir à avoir une conversation qui soit très légère, soit très profonde. C'est intéressant ça. Et 2014, en même temps qu'au moment où vous lancez, c'est le moment où le digital explose et les budgets quittent progressivement la DSI pour aller vers la direction marketing sur ce type de projet. C'est ça qui est intéressant Ouais. et qui a fait aussi, je pense, que vous pouviez avoir des profils intéressants à proposer. Et en fait, je crois que le monde des entreprises de services numériques était en mutation à ce moment-là. Alors, je dis ça, nous, quand on a la tête dans le guidon, en fait, on ne le voit pas tellement. En fait. C'est beaucoup d'intuition, on le ressent. On captait aussi de la donnée parce qu'on rapprochait à chaque fois nos intuitions de la data qu'on pouvait observer et qu'on pouvait capter. Maintenant, je ne sais pas si on avait vraiment conscience. On allait d'abord là où on avait cette intention qui était forte, qui était de créer une entreprise différente, avec des valeurs différentes, avec une organisation différente, et de montrer que c'était possible. Parce que tout ce que l'on observait, et que malheureusement on observe encore aujourd'hui sur les entreprises de services numériques, c'est que c'est encore des entreprises qui sont très hiérarchiques, très pyramidales, très masculines, euh, très top-down, très on fait de la prestation, on fait de la marge, les gens sont des ressources, j'ai mon PNL, je gère ma feuille Excel, etc., etc. Là où nous, c'est pas quelque chose en fait qui était dans notre ADN et on le faisait pas bien ça. Et on n'avait pas envie de le faire. Et du coup, vous avez mis quoi en place pour être différent tout en étant une entreprise commerciale? Euh, alors, moi je crois qu'en fait il y a dans les éléments, cette entreprise ça a été vraiment l'expression de nos valeurs personnelles à Thibaut et moi en fait. Mhm. Et ça a été hyper important. On a navigué, on a vu beaucoup d'entreprises se développer euh, autour du bien-être, donc le Mhm. cool, le yoga, le baby-food, le coca, etc. Et quand je dis ça, j'ai même l'impression que c'est déjà une phase qui est un peu terminée. Là où nous, on s'est beaucoup focalisé sur l'épanouissement des gens, ce qui est quand même un peu différent du bien-être, parce que l'épanouissement, c'est comment est-ce que je développe l'autonomie et la responsabilité des collaborateurs. Donc celui qui fait, c'est celui qui sait. Donc on les forme. Comment est-ce que je leur donne accès à une information qui est juste? Moi, je suis encore surpris de voir que dans un grand nombre d'entreprises, les collaborateurs n'ont pas accès à l'information assez classique. Comment se passe quelle est la santé financière de l'entreprise? Vous allez avoir des couleurs, vous allez avoir des pouces en l'air, des pouces en bas, etc. Mais avoir une information juste et qu'on lui explique à quoi ça correspond. Les orientations stratégiques, les développements de projets, les fails aussi, parce que ça, on en parle très peu dans les organisations, mais où est-ce qu'on s'est planté. Euh, donc, accès à une information juste et accès à une formation de qualité. Est-ce que l'entreprise est une source d'éveil et une source de progrès pour les collaborateurs? Ça, c'était hyper important. Mhm. Et puis, une culture du travail basée sur la co-construction et le volontariat. La co-construction et le volontariat, pour moi, vont de pair. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un processus qu'on a pensé seul. Alors, bien évidemment, si au départ avec Thibaut, quand on était que tous les deux dans les bureaux, mais dès Mhm. lors qu'on a eu un collaborateur, tout de suite on s'est mis autour de la table en disant ok, si tu as envie de participer à ce projet-là et à la réflexion de ce processus-là, viens, on le fait, on se pose et on le développe. On le développe, on l'implémente et on itère. Le, donc la co-construction, ça a été pour nous la base de la création d'entreprise, en fait, puisque notre organisation était une organisation co-construite, basée bien évidemment sur des intuitions et des envies un peu le feeling qu'on avait, mais ça a toujours été fait en collectif. Et donc c'est ce que j'allais dire, le dernier point, c'est que tout ça, c'est animé par des processus d'intelligence collective. Donc ça, c'est des choses qui prennent du temps, et je crois que l'intelligence collective permet de bâtir des entreprises et des organisations qui soient durables. C'est long, mais ça marche. Là où, si on avait voulu faire une activité de volume, on aurait pu être, je pense, 300-400 collaborateurs parce qu'on l'avait déjà fait par le passé. Mais c'était une entreprise qui était largement différente. C'était plus une aventure humaine qu'on était en train de vivre. C'était une aventure financière. Et ça, c'est pas le truc qui nous fait triper et qui nous fait lever le matin, quoi.
Donc une Tout organisation, juste. pour te répondre sur le point d'organisation, ce que je n'ai pas fait, Mm. pardon, mais c'est une organisation en communauté en fait. Là où les entreprises, on observait que c'était très souvent des pyramides, et moi je crois que les pyramides, ça crée des momies dans les organisations. C'était Mm. plutôt de se dire comment est-ce que je peux avoir une organisation qui soit neuronale. Et là, j'ai piqué le terme à Frédéric Laloux, puisque dans son bouquin Reinventing Organization, en fait, il en parle très bien. Je suis aussi un adepte de l'entreprise libérée d'Isaac Getz. Donc on appelle ça libéré, opale, horizontal, tu appelles ça comme tu veux. C'est simplement des entreprises où chacun sait ce qu'il a à faire, chacun est conscient que l'autre, en fait, il est aussi dépendant de l'autre, donc tu as une vraie interdépendance, et que Mm. notre objectif, c'est de servir au mieux nos clients et de ne jamais sacrifier l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des collaborateurs. Donc c'est une entreprise où tu es constamment en train de... Tu es sur une ligne de crête, quoi. Tu es vraiment sur une ligne de crête. Donc du coup, j'imagine qu'il y avait beaucoup de choses qui diffèrent des entreprises classiques. Et est-ce qu'un collaborateur qui, quand il arrivait chez vous, il y avait un processus d'onboarding pour lui expliquer justement toutes ces philosophies, ou vous partiez sur des collaborateurs qui étaient plutôt déjà au fait de ce type d'organisation? Écoute, merci pour la question, parce que celle de l'onboarding, en fait, j'ai l'impression qu'elle est même plus à aborder et en tant que créateur de podcast aussi, j'ai parfois l'impression qu'on oublie Mm. cette phase-là qui est hyper importante. Pour te dire comment nous, on a travaillé le processus d'onboarding, donc oui, l'onboarding, pour répondre à ta question, François, hyper important. L'onboarding, je pense qu'en fait, il commence déjà même au premier point de contact que le candidat a avec l'entreprise. Est-ce qu'il comprend l'histoire? Est-ce qu'il se sent impliqué? Le premier contact qu'il va avoir avec le ou la personne côté talent qui va l'avoir au téléphone, le premier mail qu'il va recevoir, etc., etc. Et en fait, un jour, on s'est dit, notre processus d'onboarding, il est pas terrible. On sent qu'on peut mieux faire. Et on avait justement des remontées de la part des personnes onboardées qui nous disaient ce point-là, j'ai pas trop compris, j'aimerais qu'on revienne dessus. Puis au bout de 3 mois, j'ai un peu oublié, etc., etc. On dit, OK, on va créer un processus, on va repenser notre processus d'onboarding. Donc, on crée, toujours dans cette logique de co-construction de volontariat, un projet qui s'appelle Onboarding. On fait la première réunion, et moi je m'en souviendrai toujours. Et cette réunion, au bout d'une heure et demie de réflexion, phosphore, etc., etc., il y en a un qui lève le doigt et qui dit moi je crois qu'en fait l'onboarding, c'est pas le sujet. Je pense qu'il faut d'abord travailler l'offboarding. Il faut d'abord savoir comment est-ce qu'on arrête de travailler avec les gens avant de savoir comment est-ce qu'on bosse avec eux. Autant dire, je me suis dit, voilà, Clément, en fait, il fume la moquette. Puis au bout de 5 minutes, je me dis, mais en fait, il a raison. Il a raison, parce que la grande question à laquelle on ne répondait pas des collaborateurs onboardés, mais de tous les collaborateurs, c'est et moi, si un jour j'ai envie d'arrêter de bosser avec vous, ou si un jour vous avez envie de bosser, si vous avez envie d'arrêter de bosser avec moi, comment ça se passe? Et ce sujet-là, on n'a jamais été clair. Et du jour où on a retravaillé le processus d'offboarding, et le jour où le processus d'offboarding a été posé, mis en application, l'onboarding, c'était un truc absolument génial. Ça s'est fait hyper rapidement. On a fait 3-4 ajustements parce qu'en fait, il y a 2-3 endroits où on n'était vraiment pas bon. Mais c'était presque de l'huile dans les rouages. Et derrière, une capacité à l'animer et à le mettre. Et ça a été hyper clair. Ça, c'était vraiment un truc marrant. Tout Et l'int- tu vois, c'est dans une entreprise euh, euh, dans lesquelles les dirigeants ou les entrepreneurs ne sont pas à l'écoute de l'organisation, ça, ils ne l'entendent pas. Et ils continuent en fait à bosser sur l'onboarding. Et ils vont avoir des améliorations, mais ils vont pas avoir en fait un espèce d'éclair en disant non mais en fait on est passé d'un onboarding où on avait une satisfaction à 5 sur 10 à 9,5 sur 10 en fait. Mm. C'est tout l'intérêt de la co-construction et du changement de modèle. Et donc ça prend du temps parce qu'en fait avant de travailler l'onboarding, donc avant de passer de 5 à 9, on a d'abord bossé un autre sujet. Donc on a décalé ce projet de l'onboarding. Mm. Et en fait, moi je dis souvent, on me dit souvent, ouais, t'as perdu un peu de temps. Bah, en fait, alors peut-être que j'ai perdu du temps, mais c'était pour en gagner après, pour gagner de la satisfaction, pour gagner d'autres choses. Et moi, en fait, au fond de moi, je ne crois pas avoir perdu du temps. J'ai gagné une collaboration durable avec le collaborateur, on a réancré la confiance, on a réancré cette capacité à co-construire et à faire ensemble, sur le volontariat aussi, parce qu'encore une fois, on n'allait pas chercher les gens pour les amener à bosser, c'est vient qui veut, quoi. C'est ce qu'on dit Et, souvent dans les processus d'intelligence collective, les mm. bonnes personnes sont autour de la table, en fait.
Vous vous êtes fait accompagner pour mettre en place tous ces processus ou c'est par votre expérience, des lectures, de la réflexion De l'expérience des lectures, oui, mais ça suffit pas. On a été accompagné par une personne extraordinaire que je salue aussi ici, Valérie Rodriguez, qui nous a vraiment outillés, à la fois au niveau du cercle de dirigeants, mais aussi des leaders et de tous les collaborateurs de l'entreprise, à qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective, quels sont les outils, comment est-ce qu'on les manie. Et donc elle a été vraiment une passeuse en fait d'un savoir et d'un savoir-faire qu'elle a. Et elle a aussi cette particularité, c'est qu'elle nous a accompagnés dans la mise en place. Parce que c'est bien beau parce que finalement, un consultant qui va t'envoyer des slides en te disant voilà les outils d'intelligence collective, maintenant tu peux le trouver à peu près partout, sur n'importe quel Mm. blog ou compte Medium ou newsletter LinkedIn. Ce qui est important, c'est dans la mise en place en fait. Donc c'est vivre ça. Et il nous a fait vivre ça pendant 4 ans et ça a été vraiment un game changer en fait pour nous. Ça a quand même été un processus de 4 ans. Oui, quand je dis 4 ans, c'est 4 ans Mm. d'accompagnement. D'accord. Et la mise en place de l'intelligence collective, en fait, tout de suite, mais au départ, on a un peu bricolé, on le faisait pas bien, Mm. il y a des choses qu'on voyait pas. Tu vois, quand il s'agit de faire la distinction entre une décision par consensus et une décision par consentement, bon, bah, tu vois, tu réponds un peu à côté. Mais finalement, quand tu traites le sujet et que tu mets véritablement la décision par consentement en place, là, tu gagnes vachement de temps, hein. Tu Mm. gagnes vachement de temps, tu mets en production rapidement, tu itères rapidement, tu apprends plus vite, tu récupères plus de données. Et donc vraiment, tu rentres dans un super truc, quoi. C'est un truc hyper vertueux. Tu nous as dit que à la fin, enfin, au moment où vous êtes adossé, vous étiez sur 3 sites. Ça s'est construit comment en fait cette expansion de Link Value? C'était progressif. Vous avez tout de suite décidé. C'est des clients qui vous ont embarqué dans ces 3 villes. C'est un peu des trois en fait. Alors progressif, en fait on a créé la boîte à Paris avec Thibaut, mais moi j'habite à Lyon. Donc en fait je passais 4 jours par semaine à Paris, 1 jour par semaine à Lyon, donc j'avais un peu de temps pour prospecter à Lyon. On a des clients qui sont venus, qui nous ont demandé à bosser déjà avec nous à distance et puis ensuite sur site parce que une fois que tu as un peu un volume d'activité, M6 Web à l'époque, l'entreprise s'appelait Mm. M6 Web, était installée à Lyon, voilà, était de beaucoup plus en plus demandeur en fait de notre expertise et d'un accompagnement, donc ça faisait du sens pour nous de nous installer. Mais c'est ce que je te disais en préambule en fait, François, c'est que c'est d'abord une aventure humaine et ça a d'abord été une histoire de rencontre. Euh, et moi en 2014, au moment où on crée Link Value, je revois un camarade de promo complètement par hasard sur un event, sur un meet-up. On discute. Il s'avère que lui, sa boîte, il va pas aller au bout. Il est intéressé par le modèle. Il rencontre Thibaut et en fait, ça se fait très vite. Et tout de suite, Guillaume arrive et crée le bureau à Lyon. On devient le patron et on développe l'activité. Et on a fait pareil à Lille en fait. Donc c'est d'abord une D'accord. aventure humaine. Tu vois, c'est là où je te dis, c'est pas une aventure financière parce que sinon on l'aurait pensé différemment. On aurait une stratégie de développement qui Mm. serait un peu différente. Pour le coup, on est allé là où le cœur nous disait d'aller. Et le cœur, il nous disait d'aller d'abord avec des gens et de faire avec eux. Et du coup, le développement commercial, il s'est fait comment? Vous avez organisé les équipes commerciales d'une certaine façon? Oui, alors à la fin, c'était structuré, c'était clair. Pendant, Ouais. pendant très longtemps, ça a été un espèce de truc où, comme tu disais, on faisait tout. Donc avec Mm. Thibaut, on est resté 5-6 mois tous les deux à faire le recrutement, le commercial. Et en fait, c'est toujours celui qui fait la passe D et celui qui la met au fond. Et puis on inverse les Ouais. rôles, quoi. J'ai pas la métaphore avec Olivier Tom, mais il va y avoir un Ouais. truc comme ça entre nous. Et qui fonctionne super bien. Ça fonctionnait déjà bien avant. Là, on a réussi à retrouver ça. Et puis après, très vite, en fait, on s'est entouré de d'autres personnes parce que déjà, on pouvait plus tout gérer. On n'avait plus envie de tout gérer aussi. Et puis, donc, on a 2 sales qui sont arrivés. Et là, faudrait les interroger, mais malheur sur eux, ils se sont tapés et Thibaut et Romain sur leur dos en guise de formateurs
pour progresser et apprendre le métier. Et quand je vois ce qu'ils sont devenus, un est dirigeant d'une super boîte et l'autre est devenu entrepreneur, donc je me dis que ça, on l'a Bonne pas foiré. formation. Ça, on l'a Ouais. pas foiré. Il y a peut-être une forme d'atavisme aussi là-dedans, tu vois, Mm. transmission. Donc après, oui, effectivement, on avait une équipe sales un peu plus conséquente, où on avait une partie des sales qui avait un rôle beaucoup très opérationnel en fait au niveau du conseil. Et après, on avait une autre activité qui s'appelait le booster chez nous, où là, on développait des produits sur mesure, euh, sur des cahiers des charges très spécifiques, pour des périodes très, très spécifiques. Et donc là, c'était une autre équipe commerciale. Et on s'était splitté avec Thibaut, lui s'occupait de l'activité conseil, moi je m'occupais du booster, mais on était complètement interchangeables en fait. Euh, et encore une fois, nous n'étions que 120, c'était une petite équipe commerciale. On avait une équipe de talent de recrutement hyper performante aussi, qui était animée par la DRH chez nous. Donc tu vois, c'est une organisation assez simple. Mais encore une fois, c'est cette équipe, sales et RH, comme elles sont finalement clients-fournisseurs l'une de l'autre, elles bossaient ensemble en fait. C'était une seule et même équipe. C'était pas deux équipes. Alors, il y avait Mm. effectivement deux équipes différentes parce qu'il y avait des points de suivi, parce que il y avait des choses sur lesquelles on pouvait les faire progresser individuellement dans les équipes. Mais Mm. après, c'était une seule et même équipe, une équipe opérationnelle en fait, qui s'occupait du développement opérationnel de Et, et, l'entreprise. et du coup, pour aligner les intérêts de tout le monde, vous avez mis un système de rémunération particulier qui facilitait la collaboration. Vous aviez peut-être mis pas de variable pour tout le monde. Ça se passait comment? Bonus collectif. Bonus Bonus collectif, collectif. objectif collectif. J'aurais adoré qu'on mette pas de variable. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait et je pense qu'il nous aurait fallu encore un peu de temps. Moi, je suis assez admiratif d'une boîte comme LDLC, par exemple, Laurent de la Clergerie, qui a mis zéro variable pour ses commerciaux. Je trouve ça très très chouette. Je suis convaincu que ça fonctionne. Je suis convaincu que c'est le modèle qui est bon pour l'entreprise et pour les organisations d'une façon générale. Euh, Nous, on avait une partie de variable. Par contre, on avait un variable qui était, euh, je vais pas dire peu significatif, qui pouvait être significatif, mais qui était non capé, Mm. mais avec des gens qui avaient des salaires fixes, qui étaient confortables, qui leur permettaient de vivre. Et surtout, le variable était collectif, c'est-à-dire qu'un sales ou une personne côté RH non performante pouvait toucher son variable si l'équipe avait atteint l'objectif. Et ça, c'est un truc qui était hyper important parce que ça nous est tous arrivé en tant que sales de faire un semestre un peu moyen et de te dire, bah là, en fait, j'ai pris que le fixe. Quand on a des fixes qui sont très faibles, bah, tu te dis, ok, tu peux perdre confiance en toi, il faut que tu aies un super manager. Tu peux être dans une situation où tu vas reprendre un peu tous les deals un peu que tu prendrais pas d'habitude. Et là, tu dis, ok, je prends. Et en fait, ces deals-là, tu sais que tu vas t'embarquer un paquet de merde à gérer, pardon pour l'expression, mais c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Tu t'embarques à un truc où tu te dis, mais en fait, pourquoi j'ai signé ce deal, quoi. Et en fait, tu l'as signé parce que tu as récupéré ta com. Donc moi, je suis assez... j'avais vu ou entendu, je sais plus ce que ça remonte, mais une étude qui démontrait que sur des gamins de 4-5 ans, quand tu leur filais des crayons de couleur et du papier, en fait, ils dessinent. Il n'y a pas de problème, ils dessinent parce qu'un gamin à cet âge-là, en fait, il aime dessiner. Et puis ils ont pris un autre groupe de équivalents, et puis ils ont dit ok, tu dessines, et puis à la fin de ton dessin, on te file un bon bac. Et puis au bout de 3-4 mois, ça se passe comme ça. Puis au bout de 3 mois, en fait, les gamins à qui on a filé des bons bacs, ils te demandent s'il y a un bon bac pour dessiner. Là où ceux qui dessinaient sans bon bac, en fait, continuent de dessiner parce qu'ils aiment dessiner. Et je pense que le métier de sales, puisqu'on parle aussi beaucoup de vente sur ton podcast, c'est d'abord un métier de passion où on aime vendre, on aime closer, on aime ça, on aime ce challenge-là, indépendamment de ce qu'il y a à la fin, en fait. Parce que C'est derrière, ça. il y a une notion de rendre service, il y a une notion de répondre à une problématique à un client, pour autant qu'on soit convaincu du produit. Mais moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui se posent la question d'aller faire le sales, c'est si vous n'êtes pas convaincu du produit que vous vendez, et que vous ne savez et que vous ne pensez pas que ça révolutionne la vie du client, barrez-vous, changez de produit. Moi, je pense qu'il faut aimer vendre avant d'aimer l'argent, en fait. Et c'est ce que tu C'est dis. ça. Et c'est pareil dans l'entreprise. Nous, les résultats étaient la résultante de l'épanouissement des gens.
Pour structurer l'entreprise, vous avez eu, différents recrutements stratégiques, j'imagine? Il y a des recrutements qui vous ont fait changer de cap? Hem, ouais, alors, je vais te faire une réponse, je te fais la réponse bateau que je pense, en tout cas qui pourrait être Mmh. considérée comme bateau, mais c'est vraiment ce que j'ai au fond de moi. Et puis après, il y a effectivement tous les recrutements sont stratégiques aujourd'hui. Tous les recrutements sont stratégiques. Embauche, quelqu'un d'excellent, il peut te changer la face de l'entreprise. Il te change la face de ton équipe, il change ta boîte, mais c'est visible. Recrute une personne, heu, même sur un petit poste, et on s'entend quand je dis petit poste, qui est pas bon, qui a pas des bonnes valeurs, qui a pas une bonne culture et qui va passer son temps à la machine à café à défoncer ta boîte, ces gens-là font beaucoup, beaucoup de mal à l'organisation. Et donc c'est en ça que je dis que tous les recrutements sont hyper importants. Mmh. Hem, Maintenant, passé ça, heu, les premiers recrutements qu'on a fait, c'était capter des pointures techniques. Capter des pointures techniques, c'est-à-dire vraiment des très, très bons développeurs qui donnaient de la crédibilité à notre expertise, qui donnaient de la crédibilité et donc à l'entreprise et donc à la valeur qu'on apportait côté client, et qui étaient aussi une super source pour attirer d'autres talents. C'est-à-dire que quand ces personnes-là rencontraient ces gens-là en entretien, tout de suite, ils disaient: «OK, je veux bosser avec Pierre, Paul, Jacques. C'est avec ces mecs-là que j'avais envie de bosser». Donc ça a été hyper important. Le deuxième game changer dans l'entreprise, ça a été Vincent Hagenbourger, qui a été notre DAF pendant quasiment 7 ans, 6 ans et demi, presque 6 ans, je crois même. Qui est un type extraordinaire, qui est aujourd'hui DAF part-time. Et en fait, il a cette double compétence à la fois sociale, RH sociale et direction financière. Mmh. Comme nous, on était sur un métier de people, c'était hyper intéressant d'arriver à lier les deux. Et donc ça a vraiment été un game changer. Et puis il y a encore deux personnes que je vais citer. Et dans l'ordre, il y a notre DRH, Lucie. Donc Lucie Storchamp, ça a été un game changer de ma vie à moi, puisque c'est devenu mon Mmh. épouse. Et je ne l'ai pas recrutée pour ça, je tiens à le dire, on n'est pas dans un cliché non plus. Mais elle venait avec deux casquettes, People and Culture. Et puis la deuxième Mmh. casquette qu'elle avait, c'était le Comp and Ben. C'était travailler vraiment sur les politiques de rémunération et co-construire une politique de rémunération qui soit transparente et compréhensible et intelligible par tous et juste. Ça, c'était hyper important. Et puis la direction des ressources humaines, chez nous, on n'est pas dans une DRH où c'était paye, administration, personnel, etc. Ça, nous, on l'avait rattaché à la direction financière et une partie en fait était même externalisée parce que c'était pas notre core business. Donc c'est vraiment people culture, comment est-ce que je développe les talents et comment est-ce que je mets ces talents au service d'une culture et d'un projet d'entreprise. Et la dernière personne, ça a été Laetitia Coquel, qui était notre directrice marketing et qui, elle, nous a fait repenser complètement notre faire savoir et qui nous a permis de rayonner dans un paysage tech assez concurrentiel et de faire des choses de façon un peu différente. Voilà, ça a vraiment été des recrutements qui ont été structurants et qu'on a fait au fur et à mesure du développement de l'entreprise. Donc, comme je te disais, c'est en premier les profils techniques. Après, ça a été Mmh. notre DAF, notre DRH et la personne de la communication. Oui, Et quand le si c'était à savoir-faire était refaire, et là, si c'était à communiquer dessus. refaire, je mettrais beaucoup plus d'argent sur la table et j'embaucherais tout le monde dès le départ parce que voilà, on a fait avec nos moyens et notre capacité à Mmh. développer. Mais ça a vraiment été ces personnes-là qui ont aussi donné une couleur différente à l'entreprise, mais toujours dans cette intention profonde qui était comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut, comment je peux dire, essayer de redorer le blason des ESN, qui est très souvent décrié et à raison, et à juste titre, et de faire vivre une expérience de vie enrichissante, enthousiasmante, plaisante, apprenante, où les gens se disent après 3, 4, 5, 6 ans, j'y étais, j'en ai fait partie, et ça a été pour moi un accélérateur. Le marketing chez vous, il était tourné client ou tourné collaborateur avec la guerre des talents? Les deux, mon capitaine. On n'avait pas Et d'autre choix en fait. et Recruter les talents, ça a vraiment été la clé. Donc on peut parler de marque employeur. mmh. Là pour le coup, je suis pas très bon sur ces termes-là, mais effectivement, parler le même langage que les gens que l'on souhaite recruter. Donc l'animation d'un blog,
l'animation de communauté, l'organisation de meet-up, le fait de faire des partages, organiser des BBL. Ça, c'était des choses vraiment qu'on a fait pour capter les talents et pour montrer notre savoir-faire. Et puis après, côté client, c'était beaucoup parler de use case en fait. Qu'est-ce qu'on a fait pour C'est- vos c'est- concurrents ou pour vos confrères, pour le marché, et en quoi ça a été, en quoi on a été un game changer. Juste petit acronyme, c'est quoi BBL? C'est les Brown Bag Lunch. C'est D'accord, tu invites un guest extérieur, tu l'invites à déjeuner avec son panier repas et tu as un échange d'une heure et demie, 2 heures autour d'un sujet très spécifique, très tech, etc. je Donc nous, comprends. on organisait des BBL chez nous et on faisait Hmm, des BBL avec nos experts chez nos clients. d'accord. Et du coup, marketing et vente, contenu de la culture que vous aviez créée, fonctionnait aussi, j'imagine, en trinôme avec la partie RH. Et du coup, il y avait vraiment une communication unifiée autour de toute la culture que tu nous as décrite sur bah voilà, la culture d'entreprise. Ouais, tout à fait. Vraiment, le marketing est un... Enfin, en tout cas, Laetitia, dans son rôle, était vraiment un soutien au développement commercial et permettait de, de faire en sorte que nos clients portent le regard sur ce qu'on avait envie de leur montrer et sur là où on avait de la valeur. Après, sur toute la partie outils, parce que moi, je vois aujourd'hui, enfin, je suis pas très outil, tu vois. Si à un moment on a amené à discuter d'outils, nous, notre CRM, on l'a mis en place assez tardivement, ce qui, je C'était ma sais, prochaine question. était... Eh ben voilà, j'anticipe. Si ça, si ça te va, je peux t'en parler, mais tu vois, nous, on avait Pipedrive en CRM, on l'a mis Hmm, assez tard. Quand je dis assez tard, c'est très certainement au bout de 2 3 ans, parce qu'en fait, on était avec Excel, et dès qu'on a touché à la limite d'Excel, on est passé à Pipedrive. Et si c'était à refaire, je démarrais avec Pipedrive tout de suite. Maintenant, le fait de travailler avec la feuille Excel, ça nous a permis de nous focaliser sur, euh, moi, ce que j'appelle les fondamentaux du commercial, hmm, c'est-à-dire son vrai métier de base. Être capable de détecter et de créer du lien avec les gens pour leur apporter une solution. Ça, c'est vraiment le truc. Plutôt que de se dire, on va passer 3 4 demi-journées par semaine à bidouiller des outils pour lancer des campagnes en disant on va faire du mass mailing et hmm. puis récupérer les 3 4 mecs qui ont mordu à l'hameçon, dont les 4 5e sont pas bien qualifiés, quoi. Parce que, et c'est peut-être la particularité de notre marché, on le connaît bien, on sait qui sont les bonnes personnes chez nos clients, et on sait que pour les capter, c'est pas leur envoyant une invitation LinkedIn en disant bonjour, et puis de temps en temps il te reste encore un crochet, prénom, crochet. Le truc est pas bien parti, a été mal configuré, et donc tu as tapé dedans, tu as tapé à côté. C'est rien s'il l'a pas vu, mais bon, s'il l'a vu, moi quand je reçois des mails comme ça, je me dis, mais tu vois, quand tu reçois un mail automatique un dimanche ou un jour férié, tu te dis, ah, c'est marrant, il y a encore un truc dans l'outil qui est encore pas bien paramétré, quoi. Parce que dans la séquence, je devais tomber 3 jours après, donc du mail de relance, et donc tu vois, le paramétrage n'était pas excellent. Donc c'était vraiment faire les choses de façon artisanale. Je pense qu'on était des bons artisans. Et puis après, on est passé de l'artisanat à quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc Pipedrive pour le CRM, Notion pour toute la partie base documentaire, bon, LinkedIn bien évidemment, et toute la suite autour, tous les outils de LinkedIn autour. Et puis après, plein d'outils pour tester des mails, etc., etc. Mais encore une fois, moi, je suis un adepte du cold calling. Hmm. Et souvent, quand on me demande mais comment vous avez démarré, c'était quoi votre base de clients, ben, notre base de clients, c'était mon téléphone. Et puis, exactement. Tu me montres ton Ouais. téléphone là à l'instant, mais c'est tu passes ton temps au téléphone et puis tu te fais le barrage secrétaire, tu passes par l'assistante, tu passes par la personne, tu fais de la recommandation, et ça, on en a bouffé. Et, et c'est vraiment des. Moi, je me souviens de ces super sessions parce qu'on s'est fait des trucs qui sont assez amusants, quoi. Hmm. Euh, et, et là, tu es en prise directe avec le terrain, avec la difficulté. Et donc là, tu peux vraiment orienter ta stratégie derrière. Comme tu le disais tout à l'heure, vous étiez un métier de people. Du coup, il y avait des outils spécifiques pour cette gestion-là que vous avez déployés. Je pense à des Lucas ou autres, ou des outils de suivi d'occupation des ressources. Désolé d'appeler ressources. Ouais, mais qui étaient structurants ou c'est arrivé progressivement
C'est arrivé progressivement. Encore une fois, Excel, c'est un super outil, franchement. Tu peux faire plein de trucs avec. On était, je le rappelle, que 120, donc si tu veux, Mmh, ça tient, quoi. On n'était pas 2000 et mmh, donc, tu vois, nous, les 120 collaborateurs, enfin, je les connaissais par cœur, quoi. Je savais te dire qui était qui faisait quoi et qui était chez quel client. Et pas que je sois contrôle fric. C'est juste qu'en fait, quand tu mmh, t'intéresses aux gens, tu sais ce qu'ils font, quoi. Et donc, tu sais sur quel type de projet ils veulent basculer. Donc, tu vois un peu comment tu vas orienter le truc. Donc, on était, je pense, pas très bien outillés, à vrai dire. Mais les outils qu'on avait étaient suffisants pour faire ce que l'on faisait et de le faire de la bonne façon. On s'est jamais dit, tiens, là, on a vraiment un truc qui foire. On a utilisé des outils de feedback. Je pourrais te donner le nom de l'outil, mais ça ne me revient pas. euh, pour faire des feedbacks entre collaborateurs, un truc automatisé. Euh, on a, on avait un ATS. On avait, alors, comme on s'est pris un peu pour les rois du pétrole, on est passé d'un ATS Excel à un ATS maison qu'on a développé nous-mêmes, qui mmh, était génial parce que c'était un projet issu d'une contrib, donc ça mmh, nous a permis de tester plein de choses en matière de techno. Maintenant, ouais, on a vu assez vite les limites de cet ATS aussi, donc on est passé sur un ATS du marché. Et je crois que je pourrais même pas te donner le nom de l'ATS. Je sais, Talentsoft peut-être. Non, je dirais une bêtise. d'accord. Euh, et ça, voilà, ça permettait de faire des recherches assez faciles dans la base de CV. Maintenant, en fait, ta base de CV, c'est quelque chose qu'il faut alimenter de façon régulière, puisque avec les directives RGPD, tu es obligé de la purger régulièrement, en fait. Mmh, c'est clair. Et en fait, on a un ATS qui est absolument génial, qui est ouvert à tous pour une somme mensuelle qui s'appelle LinkedIn. Et en fait, c'est ça qui peut te servir vraiment d'ATS, je pense. Vous vous êtes développé donc de 0 à 120. Comment ça se passe en fait le processus d'adossement avec CBW, CBWT? Vous étiez à la recherche d'un partenaire, c'est eux qui vous ont approché, c'est un processus qui a pris du temps, ça s'est passé comment? C'est un processus long. Euh, alors, c'est marrant parce que nous, vendre n'a jamais été un objectif. Comme je te disais tout à l'heure, c'est que notre Mmh, objectif, c'était de vivre une aventure et de s'amuser. Moi, j'étais assez persuadé que Link Value allait être ma dernière entreprise et que j'allais plutôt la transmettre à des collaborateurs. C'était plutôt ça le truc que moi j'avais en tête. mmh, Maintenant, ça s'est pas fait. Euh, et ça s'est pas fait pour, je pense, plein de raisons. Euh, la première, c'est que chaque année, en début d'année, en fait, on faisait ce qu'on appelle un forum où on se réunissait tous ensemble et on se questionnait sur c'est quoi la stratégie à 3 ans, c'est quoi les projets qu'on veut porter cette année et qui fait quoi, où, quand, comment cette année dans ces projets-là. Encore une fois, toujours basé sur le volontariat. Alors, ce truc était sur lequel on imposait le fait que cette journée soit faite. Maintenant, si tu voulais faire 0 atelier de la journée, tu pouvais faire 0 atelier. Étonnamment, personne d'accord. n'était dans cette dynamique-là. Donc, c'était plutôt satisfaisant de voir que chacun était intéressé par des projets et ou inscrit dans un projet, dans une réalisation. C'est ça qui a par exemple fait émerger la problématique de la transparence des rémunérations. Projet de 9 mois, porté par un collaborateur, soutenu par la DRH, mais porté par un collaborateur. Euh, et en fait, à une de ces... et donc c'est en 2000... donc là, il faut que je me recale bien, mais c'est en 2020. 2021, ouais, 2020. Les collaborateurs, non, ouais, si, c'est 2020. Donc avant le Covid, les collaborateurs nous disent on veut grandir. Enfin, l'organisation nous dit on veut grandir plus vite, plus fort. On veut changer de dimension. On est 120. On veut d'autres partenaires stratégiques, on veut d'autres partenariats techniques, on veut pouvoir bouger à l'étranger. Donc comment est-ce qu'on fait? Dans notre mission qui était de développer un numérique inclusif et durable, bah, en fait, on avait quelques possibilités. Aller regarder notre capacité d'autofinancement et se déployer à partir de ça, aller Mmh, chercher des fonds extérieurs et déployer l'entreprise d'une façon différente et donc grandir de façon différente. Ou bien il y avait aussi cette option qui était de se dire on va chercher un industriel, on s'adosse à lui et on fait rentrer l'entreprise dans une nouvelle dimension. Euh,
on a vraiment, exploré toutes ces possibilités-là, et en fait, celle qui est venue, en fait, à nous de façon la plus naturelle et celle dans laquelle moi j'étais confortable, c'était de trouver un industriel. Le côté, fonds d'invest, moi j'ai encore une fois, je te dis, on pilotait pas la boîte à la feuille Excel et donc Mm. moi quand on m'a demandé combien ça rapporte le management bienveillant, la première fois j'ai fait l'exercice de répondre, mais la deuxième fois je me suis dit: «Mais en fait je réponds pas à cette question, elle est complètement con, quoi». C'est, le management bienveillant me rapporte à moi Ouais. un confort de vie où je peux me regarder tous les matins dans la glace en me disant: «Même si je fais des erreurs, je j'ai pas de mauvaises intentions et je le fais de la meilleure des façons», tu vois? Je donne tout ce que j'ai au fond de moi et je l'ai fait de façon, entière. Donc les fonds, on a assez vite, mis de côté. Notre autofinancement, en fait, on était malgré tout une petite structure, donc on n'avait pas cette Mm. capacité à faire, x2 ou x3, en l'espace de 2 ou 3 ans. Hem et donc et je pense et la dernière chose, c'est que je pense que nous n'étions pas, en tout cas, je n'étais pas la bonne personne pour faire ça, et que s'adosser à un industriel était très certainement la meilleure des choses à faire. Et il s'avère que mon Vous aviez associé gardé, oui, vous dis-moi? aviez gardé à cette époque-là vos business angels ou vous étiez Ouais, ouais, nos business angels, on les avait, depuis le day one et on les a toujours eus et ça a toujours été, parce qu'en fait, non seulement ils jouaient un rôle de business angel, mais en plus ils étaient, au board de l'entreprise et donc ce sont été des personnes qui ont été là, quand c'était compliqué, quand on était dans des phases d'euphorie et donc ça a été toujours, à la fois des mentors, des conseils, des regards bienveillants, hem, parfois un peu trop, complaisants, mais ça c'est a posteriori. Je pense que c'est l'intention qu'on avait, c'était qu'ils soient un peu complaisants et donc en fait, de temps en temps, Mm. on a pris des pelles que eux voyaient venir je pense qu'on n'avait pas créé l'espace, qui leur permettait de le dire, en tout cas, on était nous encore, je pense, pas suffisamment matures pour, pouvoir l'entendre. Je comprends. Hem et donc après, bah, je te dis, c'est un processus qui fait globalement 18 mois parce qu'à partir du moment où tu entends ça, tu te dis: «Bah, en fait, OK, il faut que je fasse un peu différemment». De là, quand même arrivé le covid. Covid qui a été pour nous une année exceptionnelle parce qu'on fait 25 de croissance cette année-là. Ça a été une année qui a été très, très intense. Et quand je dis 25 de croissance, on crâne pas, hein, c'est que toutes les boîtes de conseil, Mm. normalement, c'est le moment où On tu fait ça. pouvais, enfin, tu faisais ça, quoi. Dire, si tu étais pas en croissance, je crois que le marché des ESN fait 7 de croissance cette année-là. Donc, on a superformé le marché, mais si tu pas performant à ce moment-là, c'est qu'il y a un truc qui déconne dans ta culture et dans ton organisation. Ça, c'était assez clair. En tout cas, j'étais assez clair avec ça. Et donc c'est un processus de 18 mois qui démarre en janvier et qui se termine 18 mois plus tard. Le Covid, donc ouais, c'est ça, le Covid est arrivé, on fait 25 de croissance cette année-là, comme beaucoup de boîtes, ça se passe bien. Et en fait, c'est un moment qui est très intense pour nous, parce on est vraiment sur le pont, sur le qui-vive, avec Vincent, Lucie, Thibaut et moi. Euh, Maintenant, on est soulagé de voir que les valeurs et la culture de l'entreprise s'expriment et donnent son plein. Enfin, on est vraiment dans notre plein potentiel, quoi. Notre culture de la bienveillance, de l'expertise, de l'entraide, de la remise en question, du partage et de la confiance, qui étaient les valeurs clés de l'entreprise, s'exprime à tous les niveaux, chez tous les collaborateurs. Et ça, c'est un espèce de soulagement où on se dit, ça, au moins, on a vraiment réussi ça. Et puis donc, bah, après, vient ce moment où on se dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour trouver ce bon partenaire. Et bon, donc on s'est fait accompagner par une banque d'affaires. La guerre en Ukraine n'avait pas démarré, donc le marché avait accès à des financements Mm. très peu chers et on avait un marché qui se consolidait et qui, je crois, se consolide encore. C'est-à-dire les gros rachètent les moyens rachètent les petits. On était un petit, on s'est fait reprendre par un moyen. Voilà, en gros. Mm. Euh, le, Comment vous avez le, choisi votre banque d'affaires? un pur feeling avec les gens. On en a rencontré, je sais pas, 4, 5. Euh, c'est assez marrant, il y a une banque d'affaires qui nous a dit, c'est elle qui nous a dit non. Et ça a été la première banque d'affaires qu'on est allé voir, où je pense qu'on n'était pas dans les standards, dans les ratios de boîte. Tu vois, on était une boîte Mm. où il fallait expliquer le management bienveillant et Mm. le ROI sur la bienveillance. Et quand on est sorti de ce meeting avec Thibaut, moi j'étais lessivé, j'avais l'impression d'avoir pris un uppercut.
Et je me suis dit: «Putain, si c'est ça les boîtes de enfin, si c'est ça les boîtes M&A quoi, ça fait flipper quoi. Ce monde-là, moi, me fait flipper». Bon et on a rencontré après des gens qui étaient vraiment sympas et la banque avec laquelle on est parti, on avait des gens qui étaient vraiment, déjà de très, très bonne qualité, vraiment à l'écoute, et des gens très sympas avec qui le courant passait vraiment bien. Et donc c'est vraiment sur ça qu'on s'est décidé en fait. Le fait que de se dire, est-ce qu'à un moment je me sentirais à l'aise de partager mes peurs, mon stress, mes doutes, euh, et ça, c'est vraiment c'est d'humain à humain quoi. Puis c'est des personnes qui, pendant toute la durée du process, tu vas les avoir au moins une fois par jour au téléphone. Donc il faut qu'il y ait un courant qui passe et il faut que tu sois en confiance avec eux. Notre meeting, c'était 7h30, 8h30 tous les jours, le matin. Alors ça, quand tu es jeune papa et que ta petite fille de 4 mois te dit, tiens, bah, je te sens stressé, donc moi je stresse aussi, donc je vais arrêter de dormir de 2 à 4, ça fait des très très grosses journées. Parce qu'effectivement, vendre sa boîte, c'est un vrai dual track, quoi. Oui. Tu vends la boîte, mais en fait, c'est pas pour autant qu'il faut délaisser le bateau et continuer à avancer, continuer à porter le projet, la vision, parce que jusqu'au jour de la signature, tu ne sais pas si ça va signer. Tu as un peu anticipé ma prochaine question, c'est comment tu t'es préparé toi justement dans ce processus? Euh, Il y a, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est prendre du feedback, aller rencontrer des personnes qui étaient passées par ces processus-là. À la fois des dirigeants et des entrepreneurs qui ont vendu leur boîte ou qui ont vendu la boîte dans laquelle ils étaient, pour vraiment récolter, donc là, vraiment mettre en écoute de explique-moi comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Donc vraiment prendre du feedback. Euh, Après, je viens de te dire, il y a aussi une prépa physique, c'est-à-dire faire du Mmh. sport, bien manger, boire de l'eau, bien dormir. Alors bien dormir, moi j'avais un peu oublié ça, mais heureusement j'avais quand même une épouse qui était à fond aussi avec moi. Mais bien manger, faire du sport et boire de l'eau, tu vois, je crois que pendant cette période-là, j'avais quasiment arrêté le café, l'alcool, je faisais hyper gaffe. Parce qu'en fait, tu vois, tu as besoin d'être bien dans ton corps si tu veux pouvoir à un moment être bien aussi. Enfin, il faut que tu sois bien dans ton enveloppe pour qu'intellectuellement tu Mmh. puisses tenir le truc. Et puis le troisième truc, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est le dual track, quoi. C'est tu dois vraiment tenir le champ de la même façon, avec la même intensité, à la fois sur la vente et sur l'entreprise. Et ça, c'est vraiment ce que j'avais compris des feedbacks, c'est que parfois on a un peu tendance à se dérouter en disant je suis en train de vendre, donc en fait je vais faire n'importe quoi dans la boîte, je vais cutter dans les coûts, je vais être moins accessible, etc. pour me focaliser sur la vente. Mais comme la vente, en fait, tu sais pas jusqu'au dernier jour si elle va avoir lieu, bah en fait, tu es un peu en train de sabrer ta boîte. Donc nous, on a vraiment été très focus sur l'entreprise. Et donc, c'est un truc où c'est des années de chat, quoi. Tu vois, c'est une Mmh. année, ça t'en fait 7 d'un coup, quoi. Et avec Thibaut, vous n'étiez pas répartis les rôles, un qui restait sur la gestion de la boîte et l'autre qui était sur le processus de vente? Écoute, on s'était posé la question. Maintenant, Link Value, c'était une entreprise qui était hyper incarnée, en fait. D'accord. Et en fait, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est assez marrant, mais et peut-être que ça a été un défaut, mais on a fait beaucoup, beaucoup de choses vraiment ensemble. Je pense que 80% de la boîte, on était vraiment ensemble. Dans la réflexion, dans les décisions, dans l'animation. C'est pour ça que je te dis que c'était un super partenaire de jeu, en fait. C'était Mmh. systématiquement des passes D, et puis un buteur, quoi. Et avec un rôle. Tu as dit que le projet de d'adossement venait en fait d'une volonté des équipes de grandir plus, mais quand vous leur avez dit que vous choisissiez la troisième option, et celle d'un partenaire industriel, vous l'avez transmis comment cette information et comment les équipes l'ont accueillie en fait? Alors, moi, au départ, j'y suis allé un peu la fleur au fusil en me disant, bah, les mecs vont être contents, c'est cool. On a la troisième voie qui est explorée, ça va grandir. Bon, en fait, les gens avaient plutôt envie de la première ou de la deuxième, mais pas de la troisième. Euh, mais, euh, mais passé ça, en fait, la façon dont on a fonctionné, donc nous, on avait une équipe dirigeante qui était composée de notre DAF, notre DRH, et Thibaut et moi. Mais en fait, on ne se suffisait pas en fait à nous-mêmes et on avait des moments ensemble, mais on faisait dans l'opérationnel ou dans l'organisationnel ou dans le structurel, on faisait assez peu de choses ensemble.
On partageait surtout des moments de vie, en fait. Tu Mmh. vois, Mmh. quand on travaillait sur le développement personnel, on essayait de faire des choses ensemble, en fait. De progresser sur des MBTI, des designs humains, et la dynamique collective. C'était vraiment des choses qu'on faisait pour le coup ensemble, qu'on expérimentait ensemble et après qu'on déployait dans l'organisation. Mais ça, c'était vraiment un peu notre endroit refuge. Après, on avait un groupe de mise en mouvement qui était un groupe de collaborateurs qui était élu par l'entreprise. Ça a été une équipe qui variait entre 7 et 9 personnes selon les années. Donc là, on avait de nouveau utilisé un processus d'intelligence collective pour élire ce groupe de mise en mouvement qui était, qu'on peut dire, un espèce de codir élargi ou codir étendu, si je dois le Mmh. transposer à une Ouais. organisation classique. On avait expérimenté un processus d'élection sans candidat. D'accord, donc ça c'est absolument génial parce que ce sont Mmh. enfin, si vous connaissez ce processus, c'est un processus qui a permis en fait à des collaborateurs de s'inscrire avec nous dans ce projet-là, dans Mmh. le projet de l'entreprise, et élus par d'autres personnes. Euh, et en fait, dès qu'on a senti que le truc pouvait se faire, on les a mis dans la boucle, on leur a dit voilà, euh, et on a besoin de vous pour emmener ce projet jusqu'au bout. Je pense que si on avait fait ça à 4, ce Mmh. projet, on ne l'emmenait pas au bout. On avait besoin d'emmener toute la boîte. Et eux étaient toute la boîte, représentaient toute la boîte. On les a mis dedans. Le deuxième chose qu'on a fait, qui était hyper importante, c'est d'en parler avec le CSE très vite et de les mettre avec nous dans le déploiement de ça dans l'organisation. Et on a eu un CSE qui a vraiment été admirable. Ils ont été très bons, ils ont été des super challengers, mais ils ont été aussi des super promoteurs. Ils ont été un moment aussi, je mets des grandes guillemets, mais le tiers de confiance pour aller récupérer les questions auxquelles nous, on n'avait pas accès parce qu'on ne voulait pas nous poser la question, parce que on était un peu jugé parti dans cette opération aussi. Mmh. Et donc, ça a été hyper intéressant de récolter les questions, de faire des sessions de Ask Me Anything, tu vois, les fameuses AMA, Mmh. qui étaient faites parfois avec nous et parfois sans nous, pour répondre à toutes les questions parce qu'on voulait que ce projet soit clair. Alors après, on avait une obligation légale qui était de consulter le CSE, et Mmh. c'est un avis qui est consultatif, c'est pas un avis Mais en fait, nous, ce qu'on voulait, notre intention profonde, c'est que le CSE soit en accord avec ce projet, aligné avec ça, parce que ça n'avait pas de sens que d'embarquer qu'une partie de l'entreprise avec nous dans ce projet-là. Donc ça a vraiment été un Et travail où on a... Et tu vois, je vais te dire, c'est 4 mois de boulot, quoi. Ça a été 4 mois de mmh. travail à raison de 3 à 4 meetings par semaine. Vous les avez mis au courant une fois qu'il y avait un partenaire identifié ou au moment de la démarche? Non, Que ce soit le une fois qu'on CSE avait un ou partenaire identifié, parce que on a rencontré un paquet de boîtes et que franchement, dans les boîtes, mmh. avec Thibaut, on en a éliminé les trois quarts parce que les boîtes, tu te dis, mais en fait, la culture va pas mettre, ne fitera pas en fait. Moi, je ne fitterai pas avec le dirigeant et je sais que les gens vont pas fitter entre eux. Donc, encore une fois, dans cette volonté de transmettre, on voulait aussi de transmettre cette entreprise de la meilleure des façons. Tu vois, c'est pour ça que j'y suis resté 2 ans dans cette boîte Mmh. post-session. Et j'aurais très certainement pu partir avant, j'aurais très certainement pu faire autre chose, mais je n'en avais pas l'envie parce que je voulais être certain que chacun des collaborateurs ait compris sa place, dans l'organisation, sa sphère de responsabilité, sa capacité à se développer ses compétences. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils restent pas. Je veux dire, l'entreprise n'est pas une prison en fait. D'autant qu'on est sur un marché dans lequel les développeurs, enfin, tous les profils sont hyper sollicités. Donc voilà, c'est nous. Mais on l'a fait avec la conviction que c'était un bon projet pour l'entreprise et que c'était un vrai bon move pour tout le monde. Et du coup, tu confirmeras ce que je veux dire, mais c'est que c'est uniquement l'intérêt de l'entreprise qui vous a poussé à vous adosser que que votre intérêt et vos ambitions personnelles? Ah ouais, ouais, Ouais. ouais, clairement. Clairement, c'est le fait que cette organisation nous l'ait demandé. euh, on aurait pu continuer comme ça. Enfin, tu vois, continuer notre croissance. On aurait fait puis 14 millions, puis 16 millions, Mmh. puis 20 millions. Mais encore une fois, tu vois, je te dis ça, mais c'est pas un truc. Moi, ça ne me fait pas. Ça ne me donne pas des frissons. Mmh. Tu as parlé en fait de l'aspect culture, de l'aspect fit qui faisait que c'était un critère de décision. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas anticipées
correctement pour aligner et amarrer, on va dire, link value à votre partenaire? Hem, je vais être très honnête, François, c'est encore un peu frais, donc si tu veux, j'ai pas encore un recul, suffisant, pour, pour, pour te faire un vrai bon feedback. Hem, est-ce qu'il y Et a des du coup, choses qu'est-ce que tu penses avoir bien préparé, plutôt? ouais, je pense que en fait, je pense que l'entreprise est était et est toujours une entreprise saine et je Mmh. pense que quand ton entreprise est saine, en fait, la les connexions que tu peux faire avec n'importe qui, que ça soit un partenaire, un client, un candidat, et potentiellement un hacker ou ton concurrent, en fait, c'est assez facile à faire. Quand je dis, la boîte est saine, c'est elle a des valeurs dans lesquelles moi je me retrouve et que je trouve saines. Elle a une culture qui est bonne. Tu vois, tu peux pas construire un numérique inclusif et durable si tu es refermé sur toi-même, si tu as une volonté du On est d'accord. court-termisme. Et je pense que ces deux mots, inclusif et durable, étaient déjà, n'étaient que l'expression de ce que nous étions et de ce que nous sommes. Mais c'était déjà en fait cette capacité à dire, en fait, on est capable de tendre la main à peu près à n'importe qui et de la saisir. Pour autant qu'en face, on ait des gens qui soient de confiance, intelligents, respectueux, tu vois, uniquement sur un sujet valeur, sur un sujet valeur. Et là, comme ça, tu vois, en discutant, c'est que finalement, je ne crois pas que le partenariat technologique était ce que cherchaient les collaborateurs. C'était rentrer dans une nouvelle aventure avec d'autres personnes, parce que c'est ça faire société en fait. Mmh. Et du coup, dans ce processus d'adossement, est-ce qu'il y a des étapes qui t'ont surprise ou sur lesquelles tu pensais ou vous n'aviez pas forcément anticipé les choses? Est-ce qu'il y a des KPI qui étaient demandés, par rapport à la gestion de la boîte? Est-ce qu'il y a, des questions, qui t'ont paru saugrenues et qui fait justement que vous avez peut-être éjecté certains candidats, parce qu'en fait, ça heurtait justement cette culture? Ouais, moi, il y a un truc qui m'a, je vais pas dire surpris, mais qui m'a déçu, je trouve. Je m'y attendais, mais j'avais pas envie de m'y confronter. C'est que les discussions avec les potentiels qu'on a eus étaient quasi exclusivement des discussions autour des chiffres et de l'expertise, et assez peu autour du reste. Valeurs, culture, etc. Et moi, j'ai trouvé que c'était un environnement qui était très masculin. C'était une force et une énergie qui étaient très masculines. Tu sais, très rentre-dedans, très Mmh. on force, on pousse, on regarde, on machin, on tourne les curseurs, etc. Là où j'aurais aimé parfois beaucoup plus de délicatesse, de subtilité, d'écoute, de, de gentillesse. Mais pas, et quand je dis de gentillesse, c'est quand j'ai vu certains comportements des potentiels hackers avec notre partenaire banque d'affaires ou notre partenaire avocat, je me suis dit, mais ces gens-là, je ne veux pas bosser avec eux, en fait. S'ils sont capables de traiter ce qu'ils considèrent comme fournisseur avec eux, comme ça, mais comment vont-ils traiter nos collaborateurs? Comment vont-ils me traiter moi? Mmh. Comment est-ce qu'ils traitent leurs clients? Je veux dire, et donc après, si je vais dans des réflexions encore plus vastes, c'est quoi leur projet de société, en fait? Ça, dans quel monde ils ont envie de vivre, ces gens-là? Mmh. Et moi, c'est aussi pour ça qu'on a créé un podcast avec Lucie, c'est que j'ai envie de bâtir le monde dans lequel j'ai envie de voir grandir mes gamins. Mes gamins en 2050 seront plus jeunes que moi aujourd'hui. Donc, et quand tu vois le monde de 2050 qu'on est en train de te promettre, sorti de COP 28, ou quasi sorti de COP 28, bon, j'ai quand même quelques petits doutes, quoi. Euh, et donc, euh, non, et donc moi, c'est surtout ça qui m'a surpris, en fait. J'ai vu quasiment pas de femmes. Mmh. Les rencontres autour des ressources humaines, c'était le dernier truc qu'on a fait. Alors que moi, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est dites-moi comment vous gérez les gens, c'est quoi votre politique, parce qu'on est une boîte de people, hein, donc c'est parle-moi des Mmh. people plutôt que de me parler de ce que ça rapporte, en fait. C'est Euh, l'aventure humaine que tu expliquais ouais, ouais. au début. Et ça, en fait, je me doutais bien que ça. Tu vois, je suis un peu naïf. Je pense que ma naïveté me protège parfois.
mais j'étais assez naïf de ça. Et en tout cas, j'avais envie d'être naïf de ça. Et quand ça m'est arrivé, des fois, je me suis dit, mais je perds foi en l'humanité, c'est pas possible. Tout ne peut pas être que financiarisation. Et je ne peux pas être que Link Value, 120 collaborateurs, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, X d'EBITDA. Et donc, sur 7 ans, voilà comment je rembourse la boîte, en gros. Hmm. Ouais, je comprends que ça puisse être décevant. Aujourd'hui, du coup, tu commences à préparer la suite. C'est quoi le futur de Romain? C'est quoi le futur de Romain? Déjà, je vais profiter de mon petit dernier, parce que j'étais papa il y a 6 mois, et donc je vais commencer ou recommencer à reprofiter de lui. Non, tu sais, on a créé un podcast avec Lucie qui s'appelle Tipping Hmm. Point, qui était un side project. On veut vraiment garder ce projet. On veut le vivre comme un side project, c'est-à-dire on va pas le monétiser, mais on veut le faire rentrer dans une nouvelle dimension. Ça, c'est hyper important. Pardon, j'ai coupé les notifications. Euh, euh, voilà, on est en train de créer avec Lucie un lieu qui s'appelle le 6B à Lyon, qui est un lieu de soins, un lieu de care pour les dirigeants et les organisations. Comment est-ce qu'on peut prendre soin des dirigeants et, par extension, de leurs organisations au service de la création d'un projet de société qui permettra à nos enfants de grandir dans le monde dans lequel on rêve, en tout cas dans lequel dans un monde joli, Tu veux beau. t'inclure, hein, Pardon? dans le monde dans lequel tu veux exister. Ouais, c'est ça. Hmm. Et puis après, très certainement d'autres aventures entrepreneuriales parce que je pense qu'on est piqué à ça et il y a plein de choses qui arriveront. Mais voilà, j'ai besoin aussi d'un temps. Je vais profiter de l'hiver en fait, justement, que tout soit calme, En blanc, pause. posé. Quand le printemps arrivera, d'autres choses vont germer et puis on fera grandir ça en été. J'entendais un super copain qui s'appelle Stéphane Rio dans un podcast qui disait les organisations sont très saisonnières toutes les boîtes veulent faire printemps-été, printemps-été, printemps-été. Mais ils veulent jamais se laisser le temps de Hmm. l'automne et de l'hiver en fait. Laisser reposer, récolter en automne, observer ce qu'on a fait. Et puis un moment, laisser ce temps de pause et donc accepter que tu es dans un moment de creux. Euh, et donc voilà, moi j'ai profité de ce moment de creux pour faire plein de randos dans la neige et puis après repartir au printemps. Aujourd'hui, quel est le seul conseil que tu donnes à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Vas-y, fais-le. Enfin, c'est le faire en fait. Hmm. C'est le faire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut résoudre un problème, qui voit grand, qui démarre petit et qui démarre maintenant. Je sais plus où est-ce que j'avais chopé ça sur LinkedIn. Très certainement un Pierre Gobil, que je trouve hyper intéressant, qui est d'ailleurs pas très loin de chez toi, François, Exactement. super entrepreneur de la tech. Mais je crois que c'est vraiment ça en fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est là pour résoudre un problème, qui voit grand, qui démarre petit et qui démarre maintenant. Ouais, je crois qu'il y a que ça à faire, donc c'est faites ça maintenant. Pierre, qui a aussi un podcast hyper intéressant, 34 éléments, que j'invite tout le monde à écouter. Ouais, très chouette. Euh, Question qu'on pose en conclusion en général, euh, et d'ailleurs, ça y est, je l'ai oublié. Euh, Quelle est pour toi la compétence indispensable que doit avoir tout entrepreneur? Ah, si je dis la vente, c'est un peu téléphoné quand même. Non, c'est Mais, pas téléphoné du tout, mais, parce que c'est pas mais, ce... non, 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 mais parce qu'on est quand même sur Scale to Sale. Euh, euh, je pense que s'il a une compétence, c'est celle de savoir écouter. C'est s'écouter soi, écouter ses intuitions, écouter ce qu'on a au plus profond de soi et être capable donc d'écouter les messages que l'univers nous envoie
et j'illustre, mais si la vente ne s'était pas faite, c'est que c'était pas la bonne personne avec qui s'adosser. Même si à un moment, tu as tout aligné pour pouvoir faire le truc, si à un moment ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Et en fait, je pense que parfois tu peux le sentir. Mais il faut, c'est presque un état méditatif en fait. Et Hmm. c'est vraiment cette écoute-là. Et puis après, bah, c'est ce qu'on dit des bons commerciaux, hein. C'est des éléphants et pas des crocodiles, quoi. Donc c'est grandes oreilles, petites bouches, plutôt que d'avoir une grande bouche et des petites oreilles, quoi. Écoutez, écoutez, écoutez. Ben, merci pour ce conseil, je suis assez d'accord. Moi, je reste persuadé que les meilleurs commerciaux sont des grands timides, parce que c'est eux qui ont la meilleure capacité d'écoute. Donc, c'est une belle conclusion. Écoute, Partage. Romain, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, de nous avoir consacré plus d'une heure. Où est-ce qu'on peut te contacter? LinkedIn. Et mes coordonnées sont en clair sur LinkedIn? LinkedIn. Il y a mon numéro de téléphone sur LinkedIn. Donc LinkedIn, WhatsApp, hyper facile. Ok, Je suis pas super. hyper Il y a des sujets de... réactif, je suis pas souvent réactif, mais je m'efforce de répondre. Enfin, je réponds pas aux bots, je réponds pas aux messages Ouais, où c'est crochet prénom, parce que voilà. parce que ça se Mais voit. sinon WhatsApp, LinkedIn sans aucun problème. Il y a des sujets sur lesquels t'aimes qu'on vienne te contacter? J'aime la rencontre et j'aime discuter. Et je suis certain Ouais, que d'une rencontre peut faire venir une idée, un projet, une envie, une passion. Moi, ça m'arrive très souvent d'accepter des cafés sur LinkedIn, des cafés en visio en disant viens, on passe 30 minutes ensemble et puis on voit. Et puis des fois, ça donne des choses. Enfin, je pense que ça donne toujours des choses. Puis des fois, ça va plus loin. Mais en tout cas, il y a toujours. La rencontre est un moment, je trouve, précieux dans nos vies. ouais, super, je suis assez d'accord. Romain, à très bientôt. Merci, à bientôt.